L'Ukraine et la Russie ont signé ce vendredi avec l'ONU et la Turquie un accord sur les céréales ukrainiennes pour éviter une crise alimentaire mondiale. Un immense embouteillage et la colère des touristes. Le port de Douvres accuse la police aux frontières françaises de ruiner les vacances des Britanniques. Le réchauffement climatique a de lourdes conséquences sur l'agriculture. Au Portugal et en Roumanie, la sécheresse met en péril certaines récoltes. Après des mois de négociations, l'Ukraine et la Russie ont signé ce vendredi avec l'ONU et la Turquie un accord sur les céréales ukrainiennes. Le texte définit les conditions du transport vers les marchés mondiaux des céréales ukrainiennes et russes en mer Noire. L'objectif est d'éviter une crise alimentaire mondiale alors que Kiev et Moscou pèsent à eux seuls 30% du commerce mondial du blé. Il s'agit d'un accord pour le monde entier. Il soulagera les pays en développement au bord de la faillite et les personnes les plus vulnérables au bord de la famine. Et il continuera à stabiliser les prix alimentaires mondiaux qui atteignaient déjà des niveaux records avant même la guerre. Un véritable cauchemar pour les pays en développement. Plus précisément, le texte que nous venons de signer ouvre la voie à l'exportation de volumes importants de denrées alimentaires à partir de 3 ports ukrainiens clés, Odessa, Chornomorsk et Pivdeni. J'espère sincèrement que le pas que nous avons fait à Istanbul, en coopération avec la Russie et l'Ukraine, contribuera à la paix et représentera un tournant. Peu importe comment la guerre se termine sur le terrain, la paix ne sera possible qu'à la table des négociations. L'accord prévoit plusieurs dispositions, comme la création d'un centre de coordination à Istanbul et des inspections des navires au départ et à l'arrivée en Turquie. Russes et Ukrainiens s'engagent en outre à respecter un couloir de navigation sécurisé à travers la mer Noire, exempt de toute activité militaire. L'accord est signé pour 4 mois reconductibles, le temps d'évacuer les 20 à 25 millions de tonnes de céréales actuellement bloquées en Ukraine. La Commission européenne a annoncé ce vendredi avoir lancé 4 nouvelles procédures d'infraction contre le Royaume-Uni pour non-respect des dispositions prévues dans le protocole post-Brexit au sujet de l'Irlande du Nord. Bruxelles dénonce notamment l'adoption par les députés britanniques le mois dernier et en première lecture d'un projet de loi sur la révision unilatérale du protocole de l'Irlande du Nord. Nous avons un accord international signé et ratifié par les 2 parties. Il ne devrait pas y avoir de projet de loi britannique actuellement en cours d'examen au Parlement. Nous sommes censés mettre en œuvre ce protocole ensemble et c'est pourquoi nous pensons que le simple fait qu'une loi ait été introduite afin de modifier unilatéralement le fonctionnement du protocole est inapproprié et est lié à l'infraction que nous avons présentée aujourd'hui. Les 4 nouvelles procédures dévoilées ce vendredi viennent s'ajouter aux 3 précédentes annoncées le mois dernier. Ces procédures pourraient conduire à une action devant la Cour de justice de l'Union européenne et à des astreintes financières. Londres a 2 mois pour répondre aux lettres de la Commission et prendre des mesures pour se mettre en conformité avec le protocole. Des embouteillages monstres et la colère de Londres. Avec le début des congés des Britanniques, c'est l'une des périodes les plus chargées pour le port de Douvres, d'où partent les ferries en direction de l'Hexagone. Selon un communiqué du port, l'insuffisance de personnel à la frontière a ruiné les vacances de nombreuses familles. Cette déclaration n'est pas du goût de tout le monde. Certains dénoncent une des conséquences du Brexit, la libre circulation des personnes entre les 2 pays n'existant plus. Une situation horrible et inacceptable qui aurait dû être évitée, selon la chef de la diplomatie britannique Liz Truss, actuellement en campagne pour succéder au Premier ministre Boris Johnson. De son côté, le préfet du Nord a assuré que l'augmentation du trafic avait été anticipée. Seul un incident technique imprévisible au tunnel a conduit la police aux frontières françaises à décaler d'1 heure la pleine capacité opérationnelle souhaitée. Mais pour certains vacanciers, l'attente aura été longue. Des queues de 6 heures auraient été enregistrées pour faire contrôler leur passeport. Certains ont même abandonné l'idée de partir. Des fruits plus petits et partiellement brûlés. Au Portugal en particulier, près de Lisbonne, les températures extrêmes et le manque d'eau ont causé d'immenses dégâts pour la production de fruits, notamment de pommes et de poires. Les producteurs estiment avoir perdu plus de la moitié de leur verger. Lorsqu'il est brûlé comme ça, il ne peut pas être vendu. Il faudra le jeter. Pour nous, c'est une baisse de revenus considérable.
Selon certaines estimations, 30 à 40% de la production de poires et de pommes serait perdue dans tout le pays. En Roumanie, ce sont les pommes de terre qui souffrent de la sécheresse. 10 à 12 000 hectares ont été cultivés, mais seuls 5 000 peuvent être irrigués. La pomme de terre est une plante gourmande en eau. Les producteurs étant sur des parcelles non arrosées perdront un quart de leur récolte par rapport à l'année dernière. L'ouest du pays n'est pas épargné par la sécheresse. Ici, près de la frontière hongroise, la terre s'est fissurée et des centaines d'hectares de maïs ont été complètement détruits. Depuis l'automne 2021, les pluies sont rares et les températures sont extrêmes. Un tiers de la Roumanie serait confronté à ce phénomène. C'est le feu de forêt le plus important que la Slovénie ait connu depuis son indépendance en 1991. L'incendie s'est déclaré ce jeudi dans la région de Kras, dans le sud-ouest du pays, près de la frontière avec l'Italie. Il a déjà embrasé 2000 hectares et forcé l'évacuation de plusieurs villages. Les pompiers sont soutenus par l'armée et la police, ainsi que par des hélicoptères venus d'Autriche, de Slovaquie et de Croatie. En Espagne, pas moins de 9 incendies étaient encore en cours dans la journée de jeudi. 2 d'entre eux, particulièrement dangereux, se situent en Galice, dans le nord-ouest du pays. En France, les pompiers de Gironde sont parvenus à contenir les 2 incendies qui avaient forcé l'évacuation de près de 37 000 personnes. 6 000 d'entre elles ont été autorisées à retrouver leur domicile jeudi soir, alors que les pompiers étouffent les points chauds susceptibles de rallumer les incendies. Au Portugal, la crainte que de nouveaux feux de forêt se déclarent dans les prochains jours est grande à cause d'un temps sec et de l'intensification du vent. 5 incendies sont encore en cours, notamment à Mursa dans le nord du pays, où 10 000 hectares sont déjà partis en fumée. La procédure contre la Birmanie, accusée de génocide contre la minorité musulmane des Rohingyas, va pouvoir se poursuivre devant la plus haute instance judiciaire des Nations Unies. Ce vendredi, la Cour internationale de justice, basée à La Haye, aux Pays-Bas, s'est déclarée compétente en l'affaire après avoir rejeté les objections du pouvoir birman qui contestait la recevabilité de l'action en justice. Les autorités birmanes contestaient notamment le fait que la procédure soit portée par la Gambie au nom de l'Organisation de la coopération islamique et parce que la Gambie, État africain, n'est pas directement concernée par le génocide. La décision de la Cour a été saluée par le président de l'organisation britannique des Rohingyas birmans. 600 000 Rohingyas en Birmanie sont toujours confrontés à un génocide, à la restriction de leurs mouvements et à la restriction de l'accès à l'aide humanitaire et médicale. Tout cela se poursuit. 1 million de personnes dans les camps du Bangladesh attendent un espoir de justice. Quelques 600 000 Rohingyas se trouvent en effet toujours en Birmanie dans les Rakhine et environ 850 000 autres s'entassent dans des camps de fortune au Bangladesh après avoir fui en 2017 la répression sanglante opérée par l'armée birmane et des milices bouddhistes à leur encontre. Des témoignages ont fait état de meurtres, de viols et d'incendies criminels. Il faudra certainement encore attendre plusieurs années avant que la Cour internationale ne rende son verdict. Du Tibet, on connaît généralement l'image des monts enneigés et des monastères. Le peintre chinois Han Yushen vous invite à un voyage auprès du peuple tibétain depuis le centre de Rome. Une vie faite de simplicité et de spiritualité que l'artiste contraste avec le rythme effréné entouré de technologie de la vie dans le reste de la Chine. Une culture millénaire représentée dans une série de 40 peintures à l'huile. Retour à l'urgence, il ne reste plus qu'un mois pour découvrir l'exposition Chalice Flüssig, en français Le temps est liquide, consacrée au photographe Wolfgang Tillmans au musée d'art moderne de Vienne. Il se consacre à des photographies abstraites, mais aussi à des scènes d'intimité. Une intimité et une proximité de plus en plus affectées par la période de distanciation sociale et de relations virtuelles depuis la crise du Covid. Enfin, rendez-vous à Paris, au Centre Pompidou, pour découvrir la nouvelle objectivité, un mouvement pluridisciplinaire né en Allemagne dans les années 20. C'est un mouvement profondément politique qui vise à représenter la réalité sans l'embellir. L'exposition, qui se présente comme la première vue ensemble du mouvement en France, réunit 900 pièces qui vont de la peinture à la photographie
à l'architecture, à la sculpture et même au cinéma.